Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre présentation intitulée « L'impact de l'humanisme sur l'éducation de la Renaissance ». Ce projet est préparé par Wafae El-Galbzouri, Salma Amayou, Jihan Ben Massoud et Sabrine Bezani, et encadré par le professeur Monsieur Younes Koutaya. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment l'humanisme a influencé les contenus, les méthodes et les approches éducatives de l'époque. Nous aborderons les axes suivants. Introduction au sujet. Les facteurs ayant permis la diffusion du savoir, où nous examinerons les éléments ayant facilité l'émergence des connaissances durant cette période. Les grands penseurs humanistes. L'encouragement des arts et des lettres. La transformation des contenus éducatifs. Les conséquences sociales et intellectuelles des réformes éducatives. Enfin, avant de conclure, nous verrons où et comment se manifestent les tensions entre les savoirs traditionnels et les approches modernes, et dans quelle mesure elles influencent l'éducation de l'époque. Commençons par le premier axe, l'introduction de sujets. Pendant la Renaissance, au XVe et XVIe siècle, l'Europe a connu de profondes transformations avec l'émergence du mouvement humaniste, né en Italie, un mouvement intellectuel qui place l'être humain au centre de la pensée du monde, met l'accent sur l'étude des textes anciens et sur la dignité humaine. Contrairement aux idéaux médiévaux, où la foi et l'ascétisme dominent, l'humanisme se concentre sur l'étude des lettres, de la philosophie, et de l'éthique dans une perspective plus séculière et rationnelle. Passerons maintenant au deuxième axe. Les facteurs qui ont permis la diffusion de savoir, on a l'imprimerie. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg permet de produire des livres en grande quantité et rend les connaissances plus accessibles. Universités et académies, ces institutions deviennent des centres d'échange intellectuel et de publication des travaux, aidant à propager les idées. Mécénat, des familles influentes, comme les Midéché, soutiennent les artistes et les penseurs, ce qui favorise la création et la diffusion d'œuvres culturelles et scientifiques. Voyages et commerce, le développement des routes commerciales et les voyages exposent l'Europe à de nouvelles cultures et idées. Réseau d'humanistes, les penseurs humanistes échangent leurs idées par correspondance, permettant une diffusion rapide à travers l'Europe. Traduction, les œuvres de l'Antiquité sont traduites, rendant les connaissances accessibles en langue moderne. Finalement, on a la réforme religieuse. La réforme protestante encourage la lecture en langue vernaculaire, rendant la connaissance plus accessible à la population. Dans le troisième axe, nous allons découvrir les plus grands humanistes de la Renaissance, tels que Erasme. Didier Erasme est un prêtre et un autre humaniste né aux Pays-Bas. Malgré le fait qu'il soit un prêtre, Erasme dénonce les idées de l'Église qui est corrompue, selon lui. Il est principalement connu pour ses différents ouvrages, Éloge de la folie, Adages et colloques, et pour avoir contribué à la diffusion des idées humanistes lors de ses nombreux voyages un peu partout en Europe. Léonard da Vinci. Léonard da Vinci est une figure importante et très représentative de la Renaissance. Son nom est en lien avec la ville où il est né, Vinci, une ville près de Florence. Da Vinci est un peintre réputé pour sa célèbre Joconde, mais en plus d'être un artiste, il est aussi un scientifique, un architecte, un ingénieur, un inventeur, etc. Il est un véritable génie de son époque. Montaigne. Cet humaniste de la Renaissance dénonce et critique l'Église qui incite à la violence durant cette époque. En effet, il se prononce en désaccord avec le fait que les autorités chrétiennes mettent à mort des centaines de personnes accusées de sorcellerie. Comme les autres humanistes de son temps, Michel de Montaigne préconise l'utilisation de l'esprit critique afin de remettre en question les valeurs chrétiennes moyenâgeuses. Le quatrième axe, l'encouragement des arts et des lettres. La première partie, l'impact de l'humanisme sur la littérature. L'humanisme, apparu en Europe au XIVe siècle, valorise les valeurs humaines, la raison, et l'individualisme en s'éloignant des dogmes religieux. En littérature, il se distingue par 4 caractéristiques majeures: l'exploration de l'expérience humaine, à travers des œuvres comme le Décameron de Boccace, qui décrit les émotions et les relations humaines. Le renouveau des textes classiques grecs et romains, avec des auteurs comme Pétrarque, influencés par des figures comme Virgile et Cicéron. La célébration de l'individualisme et des capacités créatives, illustrée par exemple dans les personnages complexes de Shakespeare. L'usage des langues vernaculaires, facilitant l'accès aux œuvres, comme avec la Divine Comédie de Dante.
L'humanisme a profondément influencé la Renaissance littéraire en mettant l'accent sur la condition humaine, l'individualité, et en rendant la littérature plus accessible. La deuxième partie, l'impact de l'humanisme sur les arts. L'humanisme a transformé l'art en Europe, en intégrant des idées classiques, le réalisme et l'individualisme, et en valorisant des thèmes comme la dignité humaine et la beauté naturelle. Les artistes ont innové dans leurs techniques de peinture, notamment avec la perspective linéaire, le clair-obscur et le sfumato, une technique qui donne au sujet des contenus imprécis, au moyen de glacis, d'une texture lisse et transparentée. Cette technique est bien illustrée dans le célèbre tableau de Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Non seulement la peinture mais aussi la sculpture a captivé l'attention des créateurs, cherchant à montrer la beauté du corps humain. Ils maîtrisaient des techniques comme le contrapposto, pour donner une posture plus réaliste à leur statue. Ils créaient des sculptures souvent marquées par des expressions dramatiques qui véhiculaient des émotions intenses, comme dans le statue David de Michel-Ange. Passons au cinquième axe, transformation des contenus éducatifs. À la Renaissance, les transformations éducatives furent profondément influencées par le mouvement humaniste et les changements socioculturels de l'époque. Ces transformations se manifestent principalement dans, premièrement, la réhabilitation de l'Antiquité classique, retour aux sources antiques. Les penseurs humanistes, tels que Érasme, Rabelais ou Montaigne, ont valorisé les textes de l'Antiquité gréco-romaine comme des modèles d'éducation. L'étude des langues classiques, le latin et le grec deviennent des disciplines essentielles pour comprendre les œuvres antiques. Deuxièmement, l'émergence de l'humanisme, centration sur l'humain. L'éducation vise à former des individus accomplis, intellectuellement et moralement, en insistant sur le développement de toutes les facultés humaines. Vision globale de l'éducation, l'apprentissage n'est plus seulement religieux, mais inclut aussi des disciplines variées comme la philosophie, les sciences, la rhétorique et l'art. Troisièmement, la réforme de la pédagogie, individualisation de l'enseignement. Les éducateurs prônent une approche plus adaptée aux besoins et talents de chaque élève. Montaigne, par exemple, critique les méthodes rigides et défend une éducation basée sur l'expérience et la réflexion personnelle. Quatrièmement, valorisation des sciences et de la nature. Avec des figures comme Leonardo da Vinci, l'éducation intègre davantage l'observation, l'expérimentation et l'étude de la nature. L'éducation scientifique s'élargit, bien que dominée encore par la philosophie naturelle aristotélicienne. Cinquièmement, réforme religieuse et impact éducatif. La réforme protestante et la contre-réforme catholique influencent l'éducation. Luther, par exemple, prône l'accès à l'éducation pour tous, incluant les filles, pour lire la Bible. Création d'écoles et collèges, les jésuites, en réponse à la réforme, fondent des établissements intégrant rigueur intellectuelle et foi religieuse. Sixièmement, l'éducation comme levier de progrès social. L'éducation devient perçue comme un moyen d'ascension sociale et de développement personnel, surtout dans les milieux urbains. En somme, l'éducation de la Renaissance s'éloigne du dogmatisme médiéval pour embrasser une vision plus humaniste et rationaliste, centrée sur le développement global de l'individu. Le sixième axe, les conséquences de la réforme éducative. La première partie, conséquences sociales. Premièrement, l'émergence d'une élite intellectuelle et cultivée. L'humanisme a formé une nouvelle classe d'individus cultivés, notamment des lettrés, des scientifiques, et des artistes, capables d'influencer les sphères politiques, économiques et culturelles. L'éducation devient un facteur de distinction sociale, accessible surtout aux classes aisées, bien que les réformes protestantes aient promu une éducation plus large. Deuxièmement, l'accès élargi à l'éducation. Les réformes, notamment protestantes, ont encouragé l'alphabétisation de larges couches de la population, y compris les femmes dans certains contextes. Cela a contribué à une démocratisation partielle du savoir. Développement d'écoles et de collèges dans les zones urbaines, permettant aux classes moyennes de bénéficier de l'éducation. Troisièmement, le développement des villes et des métiers spécialisés. L'éducation encourage les compétences pratiques et scientifiques, ce qui soutient l'essor des professions liées au commerce, à l'ingénierie et à la médecine. Les artisans et commerçants accèdent à une formation qui renforce leur position économique et sociale. Quatrièmement, le rôle accru des femmes dans certains milieux. Si l'accès des femmes à l'éducation reste limité, certaines figures féminines,
comme Marguerite de Navarre, montre que les réformes ont permis à une minorité d'entre elles de se distinguer intellectuellement. La deuxième partie, les conséquences intellectuelles. Premièrement, l'épanouissement de l'esprit critique. Les méthodes éducatives basées sur le questionnement et la réflexion, inspirées par des penseurs comme Montaigne, ont renforcé l'esprit critique. Cela a contribué à remettre en cause les dogmes religieux, sociaux et politiques. Deuxièmement, la renaissance scientifique. L'éducation plus axée sur l'observation et la raison a favorisé l'essor des sciences. Les travaux de Copernic, Galilée et Vesalius sont représentatifs de cette dynamique intellectuelle. Développement de disciplines nouvelles ou revitalisées, comme l'astronomie, la physique et la médecine. Troisièmement, le progrès dans la diffusion du savoir. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg au XVe siècle a amplifié les effets des réformes éducatives en rendant les textes classiques, scientifiques et pédagogiques accessibles à un plus grand public. Émergence des bibliothèques publiques et des académies comme centres intellectuels. Quatrièmement, la transformation des institutions éducatives. Création ou réforme des universités pour inclure des disciplines nouvelles, comme les sciences naturelles, droit moderne, etc. Montée en importance des collèges et des écoles laïques, concurrençant l'éducation purement religieuse. Cinquièmement, le changement dans les arts et les lettres. Les humanistes ont inspiré une révolution culturelle, favorisant la création d'œuvres littéraires et artistiques centrées sur l'homme et la nature, par exemple Rabelais, Shakespeare, Léonard da Vinci. Et finalement, dans le 7e axe, nous aborderons les tensions entre les savoirs traditionnels et les approches modernes. La Renaissance est marquée par un renouveau de l'intérêt pour la connaissance, l'art et l'humanisme. Cette époque a vu une tension significative entre le savoir et l'éducation, qui se manifeste à plusieurs niveaux. Premièrement, redécouverte des textes anciens. La Renaissance est caractérisée par la redécouverte des textes grecs et latins. Les humanistes, tels que Pétrarque et Erasme, ont encouragé l'étude des œuvres classiques, ce qui a transformé les programmes éducatifs. Cependant, cette redirection vers les classiques a souvent été en tension avec les enseignements religieux dominants de l'époque. Deuxièmement, l'humanisme et éducation. L'humanisme a mis l'accent sur la valeur de l'individu et l'importance de l'éducation. Les humanistes plaidaient pour une éducation qui développe la pensée critique et la moralité. Cependant, cette vision s'opposait parfois aux institutions éducatives traditionnelles, comme les universités médiévales, qui étaient plus axées sur la théologie. Troisièmement, l'imprimerie et la diffusion du savoir. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg a permis une diffusion sans précédent des idées. Les livres sont devenus plus accessibles, ce qui a élargi le public de l'éducation. Toutefois, cette accessibilité a également engendré des tensions avec les autorités religieuses et politiques, qui craignaient la propagation d'idées subversives. Quatrièmement, le conflit entre savoir et dogme. La tension entre le savoir et l'éducation s'est également manifestée dans le conflit entre la science émergente et les dogmes religieux. Des figures comme Galilée ont défié les conceptions traditionnelles du monde, entraînant des conflits avec l'Église. Cet affrontement a mis en lumière le besoin d'une éducation qui favorise la pensée scientifique et l'expérimentation. Cinquièmement, l'éducation des femmes. La Renaissance a également vu des débats sur l'éducation des femmes. Alors que certaines penseurs, comme Christine de Pisan, ont plaidé pour l'éducation des femmes, la majorité des systèmes éducatifs restaient fermés à elles. Cette exclusion a mis en évidence les tensions entre les idéaux de savoir universel et les réalités sociales de l'époque. Ces tensions existent encore à l'époque moderne, où certaines croyances traditionnelles s'opposent aux découvertes scientifiques récentes. En fait, le conflit entre l'ancien et le nouveau stimule le développement de la pensée scientifique, incitant à la refonte des croyances et à l'ouverture d'esprit face à de nouvelles idées. En conclusion, la Renaissance a été une période de bouleversements intellectuels et éducatifs, où le savoir et l'éducation étaient en constante redéfinition. Cette époque a posé les bases de l'éducation moderne, tout en laissant des héritages de tensions qui continuent d'influencer les débats contemporains sur le rôle de l'éducation dans la société. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous remercie pour votre attention.